Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Au moins 2 morts au Kenya lors de manifestations de l'opposition. Les opposants réclament la dissolution de la commission électorale à 1 an de la présidentielle. Puis en Centrafrique, cette information de notre correspondant, un civil centrafricain a été tué par balle par un casque bleu. Selon des témoins, l'ONU a immédiatement ouvert une enquête. L'incident s'est produit à l'issue du match de football dimanche soir qui avait vu la victoire de la Centrafrique 3-1 sur l'Angola. Et puis l'invité du Journal de l'Afrique, Papes Touré, photographe français, est retourné dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Il en est revenu avec une série de portraits pris dans les rues du quartier d'Abobo à Abidjan. L'exposition Home est à voir à l'espace Oppidum de Paris à partir de mercredi. Mais on commence avec cette information. La justice du Burkina Faso a confirmé ce lundi qu'elle renonçait à son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre 2015. Mais elle demande à la Côte d'Ivoire de poursuivre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne dans le cadre d'une autre procédure dite de dénonciation. L'opposition kenyane avait décidé de braver les menaces des autorités. Ils étaient une nouvelle fois plusieurs milliers à défiler dans les rues de Nairobi, mais aussi de Kisumu, dans cette ville de l'ouest du pays, acquise à l'opposition. Il y a eu au moins 2 morts. Récit de cette journée avec Laurent Berstécher. Des centaines de Kenyans dans la rue pour réclamer la dissolution de la commission électorale. Dans la ville de Kisumu, bastion de l'opposition, des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. La police a cherché à disperser la foule en tirant à balles réelles. Selon des témoins sur place, au moins 2 personnes auraient été tuées et plusieurs autres grièvement blessées. À l'origine des manifestations, l'opposition accuse la commission électorale d'être favorable au camp présidentiel et demande son remaniement complet avant la prochaine élection en 2017. La commission électorale n'est en ce moment pas à même de garantir des élections justes dans ce pays. Même si les résultats sont corrects, si c'est la commission qui les annonce, alors personne ne les acceptera. D'autres manifestations se sont déroulées à travers le pays, y compris dans la capitale, Nairobi. En tête de cortège, le chef de l'opposition, Raila Odinga, l'un des principaux organisateurs de ces rassemblements qui ont lieu chaque semaine depuis fin avril. La semaine dernière, il s'était entretenu avec le président Kenyatta, mais les négociations n'ont pas abouti. Nous demandons qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Si c'est le cas, si ça peut arriver, alors nous serons déjà satisfaits. Car de toute façon, le gouvernement ne pourra rien accomplir s'il nous ignore. Les 2 dernières élections présidentielles au Kenya, en 2007 et en 2013, avaient fait l'objet de lourdes contestations. À 2 reprises, Raila Odinga avait été battu, mais le leader de l'opposition dit vouloir se représenter l'année prochaine. Un deuil national de 3 jours décrété au Niger après l'attaque de Boko Haram qui a coûté la vie vendredi à une trentaine de militaires à Bosso, dans le sud du pays, à la frontière avec le Nigeria. Venu assister aux obsèques des militaires et constater les dégâts dans la ville, le ministre nigérien de la Défense, Assimi Massaoudou, s'était rendu sur place hier, promettant de laver l'affront. Selon des informations de l'agence France-Presse, le groupe Boko Haram aurait repris ce lundi cette localité du bassin du lac Tchad après d'intenses combats contre des soldats du Niger et du Nigeria. Mais le gouvernement assure ce soir avoir gardé le contrôle de la ville et même de toute la région. En Centrafrique, la soirée aurait dû être festive après la victoire de l'équipe centrafricaine de football 3-1 contre l'Angola. Mais le match s'est terminé dimanche soir par un drame. Un homme a été tué par un casque bleu, selon des témoins, après un incident impliquant un bataillon de la sécurité présidentielle. L'ONU a immédiatement ouvert une enquête. Écoutez les précisions de notre correspondant sur place à Bangui, Edouard Dropsy. C'est à la fin du match, vers 17h, alors que les supporters rejoignaient le centre-ville pour fêter leur victoire dans une ambiance un peu chaotique, qu'un petit groupe aurait pris à partie le bataillon rwandais de la MINUSCA, la force onusienne en présence et en charge de la sécurité présidentielle. C'est alors que les Rwandais auraient fait feu, blessant à la tête un supporter. Celui-ci a été emmené directement à l'hôpital communautaire et a été admis en urgence. Malheureusement, il est décédé de ses blessures quelques minutes après son admission. La MINUSCA dit déplorer cet incident et a décidé de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.
Au Burundi, en crise depuis un an, l'affaire des photos gribouillées du président continue à faire polémique. Une semaine après le renvoi de 300 élèves d'un collège du sud de Bujumbura, après la découverte de photos abîmées du chef de l'État dans des manuels scolaires, 11 lycéens d'une autre école à Muramvya ont été incarcérés et inculpés d'outrage à chef de l'État pour les mêmes motifs. Depuis lors, les parents sont en colère et tentent de s'organiser pour obtenir la libération de leurs enfants. Écoutez une maman qui s'exprime sous couvert d'anonymat. Nous ne nions pas que nos enfants aient commis une erreur. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter tout le monde. Nous tous, nous sommes des parents. Et ceux qui ont arrêté ces enfants sont aussi des parents. Il ne faut pas qu'ils prennent des punitions trop dures. Nous demandons que ces enfants soient relâchés pour qu'ils puissent reprendre leurs études et passer leur examen. L'actualité en bref dans le reste du continent face au chaos sécuritaire en Libye. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, demande à l'ONU d'autoriser l'opération navale européenne à contrôler l'embargo sur les armes au large de la Libye. Si un texte en ce sens est voté, les bâtiments de guerre européens pourront intercepter en haute mer les navires qu'ils soupçonnent de transporter des armes vers la Libye. En Tunisie, en pleine crise politique et économique, c'est la question d'un gouvernement d'union nationale qui est sur toutes les lèvres. Une proposition du président Essebsi dont il s'est entretenu ce lundi avec son Premier ministre Habib Essid. Le chef de l'État propose un gouvernement qui inclurait notamment les principales organisations syndicales et patronales. Une initiative globalement bien accueillie dans le pays. Pas de danger d'attentat immédiat en Afrique du Sud. Pretoria a voulu rassurer au lendemain de mise en garde des États-Unis et du Royaume-Uni, évoquant des risques d'attaques terroristes dans un avenir proche, notamment contre des centres commerciaux. Le gouvernement sud-africain affirme avoir pris note de l'avertissement, mais assure que la sécurité est assurée partout dans le pays. Et c'est l'heure de l'invité du Journal de l'Afrique, Paps Touré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe d'origine ivoirienne. Absolument. Et votre exposition démarre ce mercredi à l'espace Oppidum. Elle s'intitule Home. C'est un travail qui a été réalisé en Côte d'Ivoire en décembre dernier, dans le quartier d'Abobo, à Abidjan. Expliquez-nous quelle est l'origine de ce projet. L'origine de ce projet est super simple, c'est que je me suis dit qu'à force de voyager dans les pays du monde, j'ai pas mis les pieds dans mon pays depuis plus de 15 ans, ce qui est regrettable pour moi d'ailleurs. Et ma mère à chaque fois me disait viens dans ton pays, viens. Et à chaque fois je disais oui je vais te rejoindre, mais j'y allais jamais. Et là j'ai eu l'occasion d'y aller avec mon ami, donc on a rejoint ma mère et là c'était un retour aux sources qui m'a fait du bien et j'ai voulu retranscrire ce que j'ai vu moi là-bas à toutes les personnes qui sont ici. Alors on va voir effectivement des photographies qui vont défiler à l'instant. Donc des images du quartier d'Abobo, d'Abidjan. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ça faisait 15 ans que vous n'étiez plus allé. Votre regard de photographe, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, ce qui m'a vraiment marqué là-bas, c'est la simplicité avec laquelle les gens vivent et les enfants surtout. Moi, ce qui m'a vraiment ému, c'est voir tous ces enfants dehors en train de jouer avec des pneus, effectivement. Des pneus, des voitures un peu cassées, des briques et des petits carreaux. Ils mettaient leur t-shirt en boule pour jouer au foot avec des parpaings de briques et ils avaient tous le sourire. J'en ai vu aucun durant tout mon séjour faire la gueule, pleurer, bouder, aucun. Ils n'ont pas de console, ils n'ont pas de jeu, ils sont connectés entre eux en fait. Et là, ça m'a redonné un peu foi en l'humain en fait. Vous êtes ce qu'on appelle, on vous décrit comme ça, un photographe de rue. Donc vous avez l'habitude de photographier les gens dans la rue à Paris. Vous êtes allé dans plein de quartiers de la capitale. Qu'est-ce qui est différent quand on photographie la rue à Paris et ces enfants qu'on voit à Abidjan? Ce qui est différent, c'est que là, c'est facile dans le sens où ces enfants nous donnent tellement que c'est une partie de plaisir. Donc c'est un jeu, ils se prêtent au jeu et puis c'est tellement... Et puis moi, c'est une histoire, c'est mes racines aussi. C'est qu'à chaque pas que je foulais dans ce village, le village de ma mère, j'avais comme un regret de ne pas être venu aussi plus tôt, quoi. Je ne pourrais même pas vous décrire l'état dans lequel j'étais quand je prenais ces enfants en photo, en fait. Donc une émotion très forte. Et vous avez décidé d'ailleurs, vous avez également un projet humanitaire derrière ce projet professionnel. C'est-à-dire que mon ami et moi, on était voir une école où mes petits-neveux vont, c'est derrière Abobo. Et je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à faire. Et puis du coup, ce que je vais faire, c'est que les ventes qui vont être faites lors de cette exposition, je reverserai 30% des bénéfices à l'école, justement pour éduquer les enfants à acheter du matériel. Parce que là, même avec très peu, c'est-à-dire 200 €, on a eu de quoi leur faire tenir un an d'année scolaire, quoi. Et c'est
c'est rien, quoi. De 300 €, c'est genre 5-6 restos à Paris. Là, vous voyez que vous nourrissez au moins 75 élèves sur un an. Un beau projet donc pour cette exposition à voir à partir de mercredi. Vous avez créé une association ici à Paris, Dehors. Racontez-nous un peu ce qu'elle fait, cette association. En fait, cette asso, elle est venue parce que le début de mon travail, c'est que je prenais pas mal de SDF dans Paris avec des contrastes de vie, avec des publicités dans la rue, des abribus. Donc je me suis dit que je vends des photos à des collectionneurs, mais ces gens-là restent quand même dans la rue. Moi, j'ai mon petit confort, donc autant faire tourner les énergies, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je reversais une partie à mon asso, qui, elle, ma mère faisait à manger, et puis on nourrissait les SDF dans Paris, en fait. Donc, et moi, je m'assieds avec eux dans la rue, je mange avec eux, et je trouve ça juste normal, quoi. C'est un échange de bons procédés, on va dire. C'est un mélange d'énergie. Et surtout que ces gens-là, on n'est pas à l'abri d'être à leur place, quoi. Moi, ma hantise, c'est de me retrouver SDF un jour. Je ne sais pas pourquoi ça me trotte dans la tête. J'aimerais bien qu'à ce moment-là, quand je me retrouverai dans la rue, ce que je ne me souhaite pas, c'est que quelqu'un vienne vers moi et me tende la main. Donc là, c'est un peu de l'égoïsme, et puis c'est un peu, je me gargarise en faisant ça, mais en même temps, j'ai peur de tomber dans ce système-là, et j'aimerais bien qu'on m'aide, justement. Merci beaucoup, Pape Touré. Donc, je rappelle, cette exposition Home, ce travail qui est à voir, on le conseille à voir à l'espace Oppidum à Paris à partir de ce mercredi. Et puis un mot pour terminer à propos de la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît un nouveau qualifié, la Guinée-Bissau, et c'est une toute première pour ce pays qui réussit donc à se qualifier pour la première fois de son histoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Autre qualifié, le Ghana. Donc ces pays rejoignent le Gabon, pays hôte de la CAN 2017, l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, le Maroc ou encore le Sénégal. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.